Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo parce que là pour le coup c'est une vidéo que je n'ai jamais fait et que je pense qu'on n'est pas prêt de refaire sur la chaîne. Aujourd'hui je suis chez Glénat. Donc Glénat Édition, c'est ceux qui font les bandes dessinées comme ça, là, tout le patrimoine Picsou, Donald, la jeunesse de Picsou, les intégrales aussi Don Rosa, mais aussi ceux qui font ces collections-ci. Qui sortent, je crois, tous les trimestres actuellement en France. Il y a plusieurs choses à dire sur eux. Ils m'ont invité là dans leurs locaux, donc je me sens super chanceuse et je suis très heureuse de vous emmener avec moi pour cette découverte de la chaîne de fabrication d'une bande dessinée Disney en France. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Donc pour démarrer ce vlog, je me trouve dans les locaux de Glénat ici à Paris. On est à Issy-les-Moulineaux. Il y a tout un tas d'archives là juste derrière moi. Franchement, moi je pense que je vais prendre un canapé, je vais m'installer ici, je reste là 2 semaines. Voilà ce que je vais faire cet été. Et donc on va rencontrer un éditeur qui va nous parler de la fabrication des bandes dessinées Disney en France. Donc j'ai quelques questions à lui poser et on va savoir un petit peu comment ça fonctionne, de l'idée jusqu'à la sortie en librairie. Je vais me mettre de l'autre côté, comme ça. Comme ça? Non, je rigole. Alors, du coup, est-ce que tu peux déjà te présenter? Qu'est-ce que tu fais chez Glénat? Donc Frédéric Manger, je suis éditeur chez Glénat depuis 12 ans. Ouais. Et depuis maintenant 4 ans, je suis en charge des collections Disney. D'accord. Disney que nous avons intégré au catalogue maintenant il y a 8 ans. D'accord. Et donc il fait partie des collections à part entière de la maison Glénat. Ok. Donc Glénat est né il y a une 50aine d'années maintenant, la structure d'édition. Ça a connu un essor assez important au début des années 80 avec une bande dessinée axée historique surtout, dont un des plus gros succès était Les Passagers du Vent, puis Les 7 Vies de l'Épervier. Okay. Après, à la fin des années 80, c'est le manga qui est arrivé chez Glénat. Qui a fait avec Dragon Ball, ça a été très rapide, Ranma aussi, donc ça a surtout été Dragon Ball, Akira qui ont été vraiment les fers de lance au départ. Et c'est surtout que ça nous a permis de faire découvrir le manga au public français. Ouais, c'est vous qui l'avez popularisé en France. Voilà, et aujourd'hui on a toujours la fierté d'être toujours l'éditeur numéro 1 en manga, donc ça c'est pas une mince affaire. Et quelques années après, ça c'est mes collègues du manga qui entretiennent la flamme et voilà. Et quelques années après, on a eu un succès colossal avec Titeuf, donc bande dessinée jeunesse. Donc aujourd'hui, on a un catalogue qui est très étendu, qui va donc de la bande dessinée historique classique, réaliste, à la bande dessinée jeunesse, en passant par le manga et également par le roman graphique, avec des collections comme Très étrange et Millefeuille. Oui, donc vous touchez tout le monde. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur la collaboration de Glénat avec Disney? Du coup, ça a démarré quand? Alors, la collaboration, en fin de compte, c'est un vœu de Jacques Glénat, un rêve d'enfant. Parce que c'est un fan de Disney? C'est un fan de Disney. Il a acheté le journal de Mickey quand il était tout petit, et ou sa grand-mère lui a acheté, je crois que c'était un peu ça la légende. Et il a toujours eu envie de republier du Disney une fois qu'il avait lancé sa maison d'édition. Et il y a quelques années, donc Disney a fait un appel d'offres pour proposer à différentes grosses maisons d'édition le catalogue. Et donc c'est les éditions Glénat qui l'ont remporté. D'accord. Il n'y avait pas du tout de BD Disney avant? Alors il y en a eu, mais pas chez nous. Il y a eu Hachette a fait de temps en temps des albums, des petits albums cartonnés. Il n'y a jamais eu une édition patrimoniale telle que nous l'avons produite. D'accord. C'est-à-dire qu'on a fait un peu, notamment avec cette collection-là, qui a été la première collection que nous avons lancée. On voit tout l'arc-en-ciel, donc les 24 volumes de Karl Barks, c'est un peu, je dirais, la Pléiade Disney qu'on a lancé. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des ouvrages de référence. Donc nos deux gros titres ont été la collection intégrale des œuvres de Karl Barks, qui a été celui qui s'est attaché en premier à l'univers de Donald Duck. Voilà, et c'est lui qui a créé Picsou. Et après, Picsou, ses lettres de noblesse ont été aussi données par Don Rosa. Et, parce que la jeunesse de Picsou, c'est... Voilà, c'est Don Rosa, c'est cela. C'est cela, et donc là... C'est trop bien cela, faut les lire. Toujours disponible en librairie. Non, ils sont vraiment bien, franchement ça m'a meilleur souvenir d'enfance. Je crois que oui, c'est ce qui est intéressant avec cette production Disney, cet axe patrimonial qu'on a développé, c'est qu'on a eu affaire à une bande dessinée qui était multigénérationnelle en termes de nostalgie. On n'est pas de la même génération, je ne suis pas de la génération de Jacques, mais on a tous eu entre les mains le journal de Mickey, on a tous été marqués par des histoires, et le journal de Mickey a cette particularité, depuis sa création, de republier régulièrement les œuvres classiques, celles de Don Rosa, de Godfredson, de Barks, en plus de nouveautés. Donc on a tous eu à un moment ou un autre la même BD entre les mains. Ce qui fait que quand on la republie en album aujourd'hui, souvent ce sont les parents qui les achètent pour les transmettre aux enfants. Ce qui est intéressant aussi dans ces livres-là, c'est que de mémoire, il y a une petite partie... il y a un rédactionnel, tout à fait. Là.
cette partie-là, où ils reviennent justement sur l'histoire de la bande dessinée, ses différentes publications. Il y a un appareil critique qui permet de resituer l'histoire dans son contexte de première publication, en France, aux États-Unis, en Italie, sous quel titre, quelles sont un peu les petites spécificités, parce que des fois des histoires ont un peu évolué dans le temps, on en a changé la mise en couleur, des personnages ont été redessinés. Et est-ce que du coup, comme ce sont quand même des BD qui sont... Enfin, l'édition originale est assez vieille, est-ce que par rapport aux références culturelles, des fois il y a des choses qui sont... pas supprimé, mais alors, on a le cas pour Godfredson, dont on republie aujourd'hui l'intégrale sous cette forme-là. Là, c'est les œuvres qui paraissaient dans les strips, et c'est une des rares qu'on publie en mettant un avertissement. D'accord. En disant, voilà, c'est le reflet d'une époque, parce que ça date des années 30, parce que forcément, dans les années 30, on n'avait pas la même vision des minorités, on n'avait pas la même vision de l'économie, on n'avait pas la même vision de tout un tas de choses. Mais il n'y a pas de censure, du coup, il y a juste un espèce de... Sur ces productions-là, il n'y a pas de censure. Quand on peut le sortir, ça n'est pas censuré. En revanche, il y a des choses qu'on n'a pas eu le droit de faire. Moi, j'aurais souhaité faire un album, par exemple, sur la bande dessinée Disney de propagande, qui a véritablement existé, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, ça, ils ne souhaitent pas les voir republiés. Non, c'est un peu... Donc, alors que dans certains pays, ils l'ont fait, puisque j'ai eu l'idée de le faire en voyant l'album publié, je sais plus si c'était en Norvège ou au Danemark, et je trouvais que c'était quand même intéressant en termes de patrimoine et d'histoire. Voilà, nous on ne publierait pas si ça devait être censuré, très clairement, parce que c'est irrespectueux pour l'œuvre originale, irrespectueux pour le lecteur qui cherche à avoir quelque chose qui est vraiment patrimonial, qui est à l'identique de ce qui était sorti dans les années 30. Quand on peut parler des dernières collections que vous avez sorties, là les toutes dernières BD, voilà, les créations originales. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, parce que même moi qui les ai toutes lues, j'ai pas tout compris. Chez nous, dans la collection Disney, chez Glénat, il y a deux axes principaux. Le patrimonial qu'on vient d'aborder, et un des souhaits de Jacques Glénat, et ça s'est décidé, je dirais, allez, entretenons le mythe, au cours d'un repas avec Loisel, avec Kéramidas, avec Trondheim et tout ça. Loisel, notamment, depuis des années, disait à Jacques qu'il aurait très envie de faire un Mickey. Donc avec Jacques, ils ont décidé de se lancer dans des créations originales. Et donc Jacques Glénat a réussi à convaincre Disney de nous accorder les droits de créer nos propres bandes Disney avec des auteurs de notre catalogue ou de catalogue de maisons concurrentes, mais qui sont surtout des auteurs de bandes dessinées dites franco-belges. Les deux grands axes, c'est les créations, qu'on peut reconnaître formellement avec des albums cartonnés et un dos toilé, la toile rouge ou d'autres couleurs, et les autres sont plus des formats aujourd'hui, celle-ci aussi, des formats comme ça. Donc toutes les dernières qui sortent là, les Duckenstein, Mickey et l'Océan perdu et tout, c'est tout des créations originales. Alors justement, c'est là où il y a un petit truc. Tu vois, je t'avais dit que j'avais pas tout compris. Donc non, c'est juste que les Duckenstein, l'île au trésor, Moby Dick, ce ne sont pas des créations Glénat. Mais on a choisi de les présenter parce que c'était des albums relativement courts par rapport aux intégrales, on ne pouvait pas faire des 360 pages. C'est des albums qui étaient entre 80 et 96 pages, parfois 60. Donc il fallait qu'on ait une présentation cartonnée, petit format, et on a choisi de se rapprocher des créations, mais c'est dans un format plus petit. On est quand même sur un format, enfin en tout cas en termes d'impression et de qualité, on est sur quelque chose d'un peu plus fin, un peu plus qualitatif. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ce format-là, c'est qu'on voulait, c'était des adaptations littéraires, donc on voulait donner un certain cachet, et on voulait que les parents voient tout de suite, quand ils achetaient ce genre d'album, qu'il y avait un esprit qualitatif derrière, et que c'était avec une véritable exigence éditoriale qui s'était proposée. C'était s'attaque à des grandes œuvres, Moby Dick, Frankenstein, l'île au trésor, il y en aura quelques autres à venir dans les 2 années à venir. On fait également un collectif, ça a été un travail de longue haleine. C'était une demande de Disney pour fêter les 80 ans de Mickey. L'idée... 90, tout à fait, mais ça m'a pris presque 10 ans à faire. En fait, il a commencé en... Donc voilà, Disney m'a demandé, quand ils ont vu la qualité de ce qu'on avait fait sur les albums de création, ils m'ont dit « Ah, ça serait super que tu nous fasses un album pour les 90 ans de Mickey dans 6 mois. » Donc j'ai rusé, j'ai fait un collectif. Donc là, cette fois-ci, j'ai demandé à un auteur de me faire une page, parce qu'il n'aurait pas eu le temps de faire une histoire plus longue, et donc j'ai réuni une cinquantaine d'auteurs, d'où les 50 petites têtes. C'est des auteurs différents qui les ont faites. Et le concept, parce que c'était vraiment bien celle-ci, voilà. L'idée c'est que Mickey, à la fin de la première page, ouvre une porte. Et on le retrouve, cette porte ouverte. Mickey ouvre une porte en début de case,
et repart par une autre porte à la fin, et ça n'arrête pas de s'enchaîner comme ça. Et il traverse plusieurs mondes, voilà, et donc à chaque fois on explore le style graphique de l'auteur. Son univers. Et il y a plein de choses très différentes. C'était la seule contingence que je donnais aux auteurs. Ouais. Il entre par une porte, il ressort par une porte. Et c'est vraiment, c'est un des meilleurs que j'ai lu là pour le coup dans toute cette nouvelle collection. C'est le principe du cadavre exquis. Ouais. D'ailleurs on peut encore le trouver. Bien sûr, tous nos albums sont disponibles aujourd'hui. Même si les 90 ans de Mickey, c'était il y a presque 2 ans. Et cet album va être édité aux États-Unis normalement courant de l'année prochaine. Voilà. Bravo. Donc une de nos premières créations qui va aussi traverser l'Atlantique. Donc ces collections Disney, est-ce que c'est Disney qui vous approche ou est-ce que c'est vous qui démarchez Disney? C'est parti d'un appel d'offres? Oui, tout à fait. Et puis après, tous les 3 ans, on rediscute des conditions avec Disney, du nombre de titres qu'on doit faire. Je dirais que nous, on vient avec une proposition. Donc là, en fait, t'as déjà le planning pour 3 ans. Quasi. Ah c'est assez facile au niveau patrimonial parce qu'on sait combien d'œuvres existent déjà. Là, notre travail du moment et des années à venir, c'est de travailler sur l'intégrale de Romano Scarpa, un des premiers Italiens à avoir été publié au sein de Disney. Et on publie également l'intégrale de Fantomiald dans l'ordre chronologique. Et après, sur les créations, c'est tout de suite plus lent, on a moins de visibilité, c'est beaucoup plus compliqué parce que là c'est des auteurs qui travaillent seuls, où il y a aussi un certain temps de validation, évidemment. Donc ça rallonge un petit peu les délais. Bah, du coup ça tombe bien que tu parles de ça parce que ma question suivante c'était comment fonctionne la fabrication d'une bande dessinée Disney de l'idée à la sortie en Cultura, Fnac. Voilà, alors là on va parler des créations parce que pour le patrimonial c'est simple. Oui, bien sûr. On rassemble l'existant, on le sort sous forme d'objet. Il arrive aussi qu'on récupère des choses italiennes ou américaines. Et là on passe par une étape de traduction. Là pour les Godfredson qu'on a commencé à regarder tout à l'heure, c'est des albums parce que là vous en sortez un par an, 2 par an sur cela, mais c'est un travail colossal de traduction parce qu'ils n'ont jamais été traduits en français. Oui, parce que c'est des strips américains. Exactement. Voilà. Mais du coup ça prend 6 mois de fabrication. 6 mois de fabrication. La fabrication d'elle-même, un livre à imprimer, ça prend moins d'1 mois, imprimer et relier. En revanche, toutes les étapes précédentes, récupérer toute la photogravure, la mise en page, la traduction et le lettrage, ça prend un temps très important, sans compter bien évidemment toutes les relectures qu'il y a derrière. Évidemment, Voilà. On est en gros sur le patrimoine à 3 mois de travail par titre. Mais on travaille sur plusieurs titres en même temps. Oui, j'imagine. Ces collections-là. Alors sur ces collections-là... Ça c'est 2-3 par an? On essaye de tenir le rythme, c'est très fluctuant, mais oui, c'est l'objectif d'en être à 3 par an. L'idée, c'est là beaucoup plus complexe à mettre en œuvre pour le point de départ, parce que là, on a des auteurs qui viennent, qui nous proposent une idée. Cette idée, on la soumet à Disney. Et Disney nous la valide ou pas. Si nous la valide, on peut se lancer. Mais il se passe déjà quelques mois avant entre l'idée qui est présentée et le retour de Disney. Quelques mois, genre 1 mois ou 9? Genre 3. Sachant qu'il y a quand même une véritable incertitude sur le fait que le projet soit accepté ou pas au départ. D'accord. Et pour le coup, Café Zombo par exemple? Café Zombo, donc c'est un des premiers, c'est presque le premier qu'on a présenté. On est presque sur un délire de zombies. Exactement, mais ça c'est pas ça qui a posé problème. C'est des petits détails, tout bêtes. On avait Patibulaire qui avait un cigare, ça on peut plus. Ah bah non. Donc Patibulaire maintenant il a une saucisse, un saucisson végétarien dans la bouche, forcément. Comme à un moment il mange des hamburgers, on disait non mais c'est pas possible les hamburgers. Parce mais c'est pas une question d'être végétarien ou pas, c'est juste que Mickey, son meilleur ami c'est sa meilleure amie c'est Clarabelle et Horace le cheval, donc on peut pas les imaginer être anthropophage et manger de la viande de vache ou de cheval. Donc c'est sur ce genre de petits ajustements qu'on a beaucoup travaillé au début sur les premiers. Ça maintenant moi je l'ai intégré et quand je vois arriver quelqu'un avec une cuisse de poulet, je lui dis bah non c'est pas possible. Et du coup tu parlais d'artistes, comment est-ce que vous choisissez vos artistes? Est-ce que c'est eux qui vous démarchent pour le coup? On a les deux cas. On a les deux cas. Il y a des auteurs avec lesquels moi j'ai très envie de travailler depuis très longtemps, donc j'essaye de les convaincre de faire un Mickey ou un Donald. Parce qu'en plus vous avez plein d'artistes vous. Exactement. Après c'est une question de disponibilité de chacun. Il y a des auteurs qui sont pas disponibles avant plusieurs années, sachant qu'ils mettent au moins 1 an à le faire. Là on a le cas, c'est un petit scoop. Je vais vous le donner un petit peu en avant-première parce que ça sera pas avant 1 ou 2 ans qu'on verra sa bande dessinée, mais c'est le dessinateur du Marsupilami, Baptême, qui va faire un album de Mickey avec nous. Ah super. Plus précisément un Fantomiald avec nous. Et sur un scénario de Nicolas Potier. Donc là
passe un cours de validation, il attaque le dessin cet été. Ensuite, on a des auteurs qui spontanément viennent avec des projets. Ça a été le cas de Loisel, ça a été le cas de Keramidas et Trondheim, ça a été le cas de Causé. Voilà, c'est des gens qui sont venus avec leurs propres idées. J'ai parfois juste un scénariste et je cherche un dessinateur, ou inversement. D'accord. Donc toujours par rapport aux artistes avec lesquels vous travaillez, ils travaillent tous avec des techniques un peu différentes. Il y en a qui sont à la peinture, que j'imagine. De toi, c'est notamment à l'auteur qui a fait Horrific Land, peut-être. Ouais, lui et Michael L'Océan Perdu. Alors aussi, là, c'est deux techniques totalement différentes. Horrific Land, c'est de la technique traditionnelle, c'est vraiment de la gouache et des écolines, des encres qui sont faites sur un papier à dessin. Et sur Mickey L'Océan Perdu, c'est un crayonné et une mise en couleur Photoshop. Tout est fait à la palette graphique. Quel impact la technique qu'ils utilisent va avoir au niveau du temps de production et des contraintes que ça peut avoir en termes de scan, parce que bon, Photoshop, du coup, c'est un... Oui, mais ça, nous, on est habitués, on sort 300 bandes dessinées par an, donc... avec des techniques très différentes, donc on a l'habitude de traiter différentes origines. Donc c'est pas parce qu'il y en a un qui fait ça à la peinture que ça va prendre 3 mois de plus. C'est à lui que ça prend du temps, mais nous techniquement derrière ça nous en prend pas. Et t'en as parlé un petit peu juste avant, est-ce qu'on peut revenir sur le cas des projets qui parfois sont pas censurés, mais soit censurés, soit refusés, soit modifiés parce qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. Les censures, bah, on n'en a pas vraiment, et puis ni les auteurs ni nous ne souhaitons censurer quelque chose, c'est-à-dire que quand on décide d'un scénario, on veut le mener à bien jusqu'au bout, sans faire de compromis. Après, des compromis, il y en a toujours. Il y a des choses qui sont pas aujourd'hui possible d'évoquer chez Disney. Je pense aux Amérindiens par exemple, c'est un sujet qu'ils ne veulent pas évoquer du tout. Après c'est discutable ou pas, moi je suis même pas là pour en parler. Il y a même des impacts là-dessus à Disneyland Paris. Voilà, aujourd'hui je sais que si on veut faire une histoire de cow-boy et d'indiens, c'est pas possible. Là j'avais le cas d'une proposition d'auteur qui voulait que Mickey récupère des terres qui avaient été spoliées aux Indiens, c'était pas possible. J'en ai discuté avec Disney, ils étaient d'accord pour qu'on réussisse à non pas avoir des tribus indiennes, mais des tribus dites sauvages ou exotiques, sans qu'elles soient clairement définies géographiquement, ni par leur costume, leur nom, leurs coutumes. Voilà, il fallait que ça soit en gros des indigènes pour caricaturer. Après, on a eu le cas sur une bande dessinée qui avait un propos parfois un petit peu politique. Je pensais à la bande dessinée de Keramidas Trondheim, le Donald Happiest Adventures. Où là on évoque clairement une dictature qui pourrait être celle de la Corée du Nord. Donc là c'est des choses où tout bêtement il y a un moment où il devait dire mais on va pas aller vers une guerre nucléaire, et le mot guerre est proscrit. On va parler de conflit, d'ailleurs c'est ce qu'on a mis dans le... On peut parler de conflit. Parce que même toute l'imagerie elle est vachement... Enfin c'est très kaki. On a aussi fait l'album de Mickey à travers les siècles qui est une revisitation, on va dire, un remake du Mickey à travers les siècles qui a été fait dans les années 70, et il y a un moment, il y a une scène dans les guerres de tranchées, donc qui est forcément 1914, 1918, tout ça. Exactement. Alors là, ils ont accepté, ça a été très compliqué, c'était un des passages difficiles à faire passer, à la condition qu'on ne montre pas d'armes, donc en temps de guerre, ne pas montrer d'armes, ne pas montrer de barbelés, et ne pas montrer d'uniforme qui puisse être identifié comme un uniforme anglais, un uniforme allemand, etc. Donc il ne fallait pas que les belligérants soient parfaitement identifiables. Donc c'est ce genre de petites interdictions. Après, il y a d'autres projets refusés, mais on n'a pas de censure à proprement parler. On a eu Keramidas et Trondheim sur un pareil, c'était le deuxième bouquin qui était en route, le Mickey Craziest Adventures. Il y a un moment où ils ont fait une blague un peu potache, et Disney leur dit ah non, ça c'est pas possible. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait comme si on avait arraché le coin de la page où il y a le gag, ça reste entièrement compréhensible, on comprend ce qui se passe, mais au moins on le montre pas. Donc tout le monde sait que Mickey et Minnie, là je pense que je ne vais rien dévoiler, sont deux amoureux. En revanche, on n'a pas le droit dans les bandes dessinées de faire sortir Mickey de chez Minnie au petit matin. On peut pas laisser supposer qu'ils ont passé la nuit ensemble. De même que Mickey et Donald peuvent exceptionnellement être ensemble, mais ils doivent être en terrain neutre, ils peuvent pas être soit à Mickeyville ou à Donaldville, il faut qu'ils soient dans une aventure, dans un autre contexte. Aujourd'hui, il y a un principe de précaution qui est appliqué, qui est un peu extrême parfois, donc ce qu'on pensait pouvoir, ou ce qu'on a pu publier il y a 10 ou 20 ans, aujourd'hui n'est plus forcément envisageable. Du coup, quel regard Disney a sur vos BD? Est-ce qu'ils ont donc tous les droits?
Ah oui, ils ont le final cut. Est-ce qu'ils sont quand même assez flex? Ils ont le final cut, sachant qu'on a appris à travailler ensemble avec le temps sur les créations, hein, j'entends. Non, la décision, on soumet des choses à Disney France pour aussi les tenir au courant. Puis tout simplement, quand c'est écrit en langue française, c'est quand même les plus à même de pouvoir juger. Et après, il y a un feedback qui est fait avec les États-Unis et l'Italie notamment. Et c'est eux qui nous disent en dernier ressort si c'est bon ou pas. Mais globalement, ça se passe toujours bien. Honnêtement, ça se passe très bien. Pour revenir du coup sur les auteurs, vous avez certains auteurs, notamment Loisel, qui ont un passé, en tout cas en termes de création, plutôt adulte. Sachant que Disney reste quand même assez familial, comment est-ce qu'on trouve l'équilibre dans ce... Ça a été le plus compliqué avec Loisel, puisque comme on a pu l'évoquer déjà, son album est quand même le plus adulte. C'est le plus sombre même presque. Oui, tout à fait. Même si ça reste rigolo, mais on est quand même dans un hommage. On est dans un hommage à Godfredson, très clairement, qui avait une vision un petit peu plus noir et adulte de l'univers Disney. Moi, ce que j'aime bien, notre apport en tant qu'éditeur, c'est de pouvoir avoir un double niveau de lecture. Vraiment quelque chose pour les enfants, mais quand les adultes le lisent, ils y voient, comme dans toutes les grandes bandes dessinées classiques, que ça soit Astérix, même dans les films d'animation, c'est comme ça. Exactement, c'est bien de pouvoir avoir ce double niveau. Ça permet aux adultes d'y prendre un vrai plaisir. On partage la bande dessinée avec nos enfants. Et puis quand on la relit, quand on la découvre enfant et quand on la relit ado ou adulte, on y voit d'autres choses. Et ça, c'est important, on voit que c'est vraiment riche. Même une qui est celle de Peter de Portereux, qui a fait un Mickey entièrement muet, qui a plein de niveaux de lecture dedans, pour les adultes et pour les enfants, alors qu'on pourrait croire que justement si c'est muet c'est que pour les enfants, bah non, pas du tout. Mais non, Donc tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, vous travaillez sur plusieurs projets à la fois. Donc là, apparemment, de ce que tu as dit, vous avez 3 ans d'avance. Non, pas 3 ans. Est-ce que tu peux nous montrer des petites choses déjà? Non, sur la création, on a commencé, on a beaucoup de choses en cours, peu de choses montrables. Pour des questions de droit d'une part, parce que même nous on communique très peu, on communique au dernier moment sur les réseaux sociaux. Et là, ce matin, j'ai reçu les épreuves du prochain titre à sortir en septembre, qui va être donc Mickey et la Terre des Anciens, de Camboni et Filippi, qui avaient déjà travaillé. L'Océan Perdu, c'est eux? Pour l'Océan Perdu, exactement. Ah ouais, j'adore ces bleus là, ils sont trop beaux. Ah oui, donc là on est vraiment sur l'épreuve finale, parce que t'as même le texte, là c'est les chromarins, c'est ce qu'on va valider pour l'imprimeur. Génial. Ah, c'est vraiment canon. Merci beaucoup du coup de m'avoir reçu, d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était avec vraiment grand plaisir. Très intéressant. Merci encore. J'ai hâte de voir. T'as la couve ou pas? Je veux savoir la couve. On va vous la trouver. Ah, trop bien, trop bien, trop bien. Et voilà, du coup c'est tout pour ce vlog, cette découverte en tout cas de la fabrication des bandes dessinées Disney ici en France. Donc j'espère que ça vous a plu. Perso, j'ai trouvé ça super intéressant vraiment de découvrir clairement la chaîne de fabrication de ces BD. Je vous remettrai les liens des collections qu'on a évoquées là pendant l'interview dans la barre d'infos si vous voulez aller voir un petit peu les titres qu'on a évoqués, et également d'autres titres stars qui sont faits par Glénat. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. J'espère que ça vous a plu, et si vous avez envie, en tout cas si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. J'essaierai, ou en tout cas dès que j'en aurai l'occasion, on refera ce genre de vidéo. En attendant, je vous rappelle que sur ma chaîne vous allez retrouver des vlogs Disney. Bien sûr à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, on pense à mettre un petit pouce en l'air, c'est très important et ça me fait très plaisir. Plein d'histoires. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye!